C'est un plaisir de vous retrouver pour ce 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. La communauté Bo, Batonou, Nago et Yoruba du Bénin et du Nigeria unissent leurs voix pour la paix et l'harmonie dans les espaces frontaliers. Un acte fort matérialisé par une signature de mémorandum d'entente entre ces aires linguistiques. En santé, nous ferons un focus sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Au Bénin, malgré un cadre légal plus ouvert, vous verrez que la question soulève toujours de vives interrogations. En sport, l'icône de la pétanque béninoise Marcel Gbetagblé est de retour au Bercail après son sacre aux Jeux mondiaux de Chengdu en Chine. Un retour sous les ovations de plusieurs supporters. Après les travaux à Parakou pour dynamiser le dialogue au sein de leurs frontières communes, le Bénin et le Nigeria se retrouvent pour signer des mémorandums d'entente. Ils concernent les aires linguistiques Bo, Batonou, Nago et Yoruba des deux pays. L'ambition, bannir les dissensions et instaurer un climat de paix dans les espaces frontaliers. Les précisions avec Estelle Pazou et Françoise Inso. Quelques phrases en Yoruba pour son discours introductif. Le maire de Pobé, président de l'association béninoise des communes frontalières, ne s'est pas trompé d'assistance. Autour de lui, les communautés linguistiques Bo, Batonou, Nago et Yoruba du Bénin et du Nigeria. Un seul objectif, la signature de mémorandums d'entente. Nos deux peuples sont des peuples frères. Nous devons donc œuvrer à ce qu'il y ait vraiment entente, communication pour pouvoir faire face à l'ennemi qui nous perturbe dans nos deux frontières. Les voici, les signatures qui portent la promesse de ces deux communautés réunies et où les frontières n'existent que de nom. Par ces mémorandums d'entente, Bo, Batonou, Nago et Yoruba du Bénin et du Nigeria consacrent la mise en commun de leurs peuples et renforcent leurs liens. Pour la partie nigériane, ces signatures sont désormais un véritable pont entre le Bénin et le Nigeria. À l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, elle reste et demeure une identité. Cette identité culturelle qui existe entre nous est une suture qui ne peut jamais s'effacer et qui doit toujours exister. Cette signature ne sera pas seulement sur papier, elle sera matérialisée dans les faits. Le Bénin et le Nigeria concrétisent ainsi un processus légal. Il a été enclenché depuis la ratification de la Convention de Niamey en mai 2018 par le Bénin et en mai 2023 par le Nigeria. Un des articles de cette convention dispose que les espaces frontaliers sont des bassins de vie et que la frontière ne saurait être un poids mais une passerelle d'intégration. Promotion de la paix et de la cohésion sociale, il en est également de même entre les communautés transfrontalières du Sud Bénin-Togo, sous l'égide du groupe de recherche et d'action sanitaire pour un développement durable grâce ONG. Un atelier de formation sur la thématique a été initié à l'endroit des élus locaux, des chefs traditionnels et des artisans. La rencontre entre dans le cadre du projet Culture, Paix et Cohésion sociale COSO, soutenu par l'organe des collectivités territoriales transfrontalières du Sud Bénin-Togo, Évariste Zomaron et Samira Tchabimane. Le projet culturel Paix et Cohésion sociale COSO, qui bénéficie de l'appui de l'organe des collectivités territoriales transfrontalières du Sud Bénin-Togo, OCT-SBT, est pensé pour promouvoir le vivre ensemble entre les parties sud du Bénin et du Togo. Le Bénin et le Togo sont des pays frères et c'est dans ce contexte que nous avons soumis ce projet à l'OCT SBT qui a accepté ce projet qui a une durée de 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser une session de formation à l'endroit des acteurs locaux qui incarnent les gestionnaires de conflits. Notre objectif, c'est de travailler à ce que ces deux peuples soient ensemble. Nous partageons la même ère socio-culturelle. C'est ce qui fait d'ailleurs la force de l'OTC, puisque nous sommes tous unis par les liens séculaires
qui nous oblige à conjuguer davantage nos efforts. Promouvoir la paix à travers la culture est tout à fait possible, surtout que les deux communautés transfrontalières vivent les mêmes réalités socio-culturelles. Sont concernés par cette session de formation les élus locaux, chefs traditionnels et artisans du Sud, Bénin et du Togo. Alors, nous avons initié avec l'appui des partenaires techniques et financiers, je peux citer UEMOA et la coopération suisse, qui nous ont appuyé fortement à faire un appel à projets artistiques, artisanaux et culturels. Et ces projets, après évaluation, 4 projets ont été retenus. 2 pour le Bénin et 2 pour le Togo. Nous devons voir des peuples de part et d'autre des frontières être ensemble pour entreprendre un projet, pour mettre en œuvre un projet. Au mois de septembre, nous allons organiser un festival qui va regrouper les deux communautés. Ce qui est important, nous voulons valoriser les gardiens de nuit, les Angbetors. Je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel aux partenaires pour faire en sorte que cette action soit pérennisée. Cette compétition ne sera pas qu'un espace culturel, elle offrira aux deux peuples des moments de brassage et d'échanges intéressants. Après ce projet culturel transfrontalier, cap à présent sur la clôture du festival de l'IAM. Malgré une forte pluie, le complexe touristique Agualand a vibré au rythme du live explosif de Gégé Lapino. Retour sur une soirée où la musique a transcendé le temps avec Hilaire Kodjo et Macléod Adansori. Sous un ciel capricieux et des parapluies en pagne en décor, Gégé Lapino a pulvérisé les limites de la performance. Il a transcendé la dernière journée du festival de l'Ignambe. Dès les premières notes, le public, trempé mais transporté, s'est laissé emporter par l'énergie brute de l'artiste. Une performance qui a transformé la pluie en décor et Agualand en scène mythique. Au bout de ces 5 jours, je peux dire que nous sommes satisfaits de la participation massive des festivaliers, des exposants, mais des divers artistes qui ont pu honorer de leur présence cette célébration culturelle majeure. Lapino, là, c'est mon idole, donc le fait d'assister à son concert, là, vraiment extrêmement content, sans vous mentir. La pluie a voulu tout gâcher, mais on a fait de notre mieux quand même pour y assister jusqu'à la fin. Vraiment, c'est une soirée pleine d'émotions, d'énergie et de créativité. Nous remercions le promoteur du centre pour l'événement. Ce concert restera gravé comme l'instant où la musique a pris le dessus sur le ciel. Nous terminons le spectacle de cette année avec une pluie qui constitue une bénédiction pour nous et qui certainement nous laisse entrevoir de meilleurs jours pour la 5e édition qui sera plus relevée. L'activité phare de ce festival, c'est la promotion liée à la visite du zoo qui va se poursuivre dans cette période estivale de vacances que le complexe touristique Agualand organise. Un complexe qui promeut le tourisme, la culture béninoise, mais aussi la protection de l'environnement à travers la biodiversité, la protection des espèces animales, mais aussi aquatiques, et surtout de notre faune et de notre flore. Les regards sont désormais tournés vers 2026 pour la 5e édition du Festival de l'Ignambe. Voyons maintenant cette cérémonie d'hommage du Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts, CEPREA, à Jean-Roger Aouyo, grand historien et homme politique béninois. Il a reçu les honneurs du centre lors de la 5e édition de son initiative baptisée Célébrons nos icônes. Le point avec Génial Afouda Monsiagboka et Jacob Totuedo. Un hommage pour célébrer une icône. Jean-Roger Aouyo reçoit ici ses honneurs en reconnaissance de ses bons et loyaux services rendus à la nation béninoise. Ancien conseiller régional à l'UNESCO,
Jean-Roger Aoyo a également su marquer par son parcours politique. Son parcours si élogieux, ses valeurs profondes, sa générosité remarquable, son humilité, sa richesse culturelle et tant d'autres qualités encore nous ont convaincus de le consacrer icône de la nation béninoise. Sa générosité fait qu'il s'occupe de tout le monde avant sa propre personne. Un centre de responsabilité qui est très très élevé. Et c'est ça qui l'a conduit à avoir la carrière qu'il a eue. Jean-Roger Aoyo est la 5e personnalité honorée par le Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts. L'événement baptisé Célébrons nos icônes en est à sa 5e édition. Et nous restons toujours avec le Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts, CEPREA, qui a également procédé à une remise de certificats aux nouveaux orateurs et coachs. C'était au cours d'une cérémonie à Cotonou. On retrouve Génial. Voici la nouvelle équipe de coachs et orateurs du CEPREA, Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts. Ils sont désormais à même de prendre aisément la parole en public et offrir un accompagnement en développement personnel. Cette formation a été pour nous une aventure humaine, faite de découvertes, de défis personnels, de dépassement de soi et surtout de partage. Nous avons appris que l'art oratoire n'est pas que l'art de l'éloquence, il est principalement l'art de la persuasion. Cette formation a été pour nous une expérience transformatrice qui nous a permis de découvrir nos capacités, de développer nos compétences, de renforcer notre confiance en nous-mêmes. Les connaissances et les techniques que nous avions acquises nous seront très utiles dans notre vie personnelle et professionnelle. Les formations au CEPREA, ce n'est pas seulement en art oratoire et en coaching. C'est aussi des opportunités en entrepreneuriat et techniques de vente. Et si vous avez soif, si vous avez faim d'impacter, connectez-vous donc à la formation. Le CEPREA s'engage à être votre oreille attentive et votre partenaire dans votre décision de progression. Nous voulons vous rassurer une fois encore de notre disponibilité à vous proposer des formations personnalisées, accessibles. Cette cérémonie de certification marque aussi le lancement officiel du Club des orateurs du Centre. Celle dont je vais vous parler maintenant s'appelle Léonie. C'est une jeune béninoise qui a su saisir l'opportunité que lui offre le programme Azoli. Loin de baisser les bras, Léonie, vous allez voir que la jeune dame a bravé les obstacles pour se faire une place au soleil. Alain Sochouma nous la présente dans cet élément. Léonie peut être comptée parmi les personnes à qui le programme Azoli a permis de retrouver leur dignité. Avant, j'étais une personne normale comme toutes les autres personnes. Et puis, j'étais élève aussi. Jusqu'en 2015, j'ai eu un accident à parcours. Et vu la gravité de l'accident, on était obligé de m'amputer le pied droit. Ça n'a pas été du tout facile. Je me suis réintégrée dans la société civile, dans la société très difficilement. Mais avec un peu de détermination et de courage, je suis arrivée et puis je me débrouille jusqu'à présent. Mais Léonie n'a pas lâché. Pour survivre, pour tenir debout, au propre comme au figuré. Léonie visiblement s'épanouit dans sa nouvelle vie et en témoigne. Le regard des autres sur moi, c'était très dur. Cela me perçait très très fort, mais bon, j'étais déterminée en fait. En 2017, je suis revenue à Porto Novo et je faisais quelques petites activités. Jusqu'en 2022-2023, j'ai entendu parler du projet Azoli. Et par le biais du centre social de Porto Novo, et je me suis fait enregistrer et tout, on m'a appelé et puis je suis là aujourd'hui, je travaille. Depuis que ici à la GDZ, je bénéficie en connaissances, en relations aussi, et aussi
mon allocation, je paie mon loyer, je subviens à mes besoins personnels et puis j'essaie de faire un peu d'économie. Léonie est une personne que j'apprécie bien. Le problème duquel elle avait mis les pieds sur au niveau de ma session, j'étais étonné. Je me disais que est-ce qu'elle allait donner une performance en fait. J'étais inquiet en fait. Et quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard, j'ai constaté que franchement le travail sa performance s'est améliorée. Malgré qu'elle est une personne handicapée, j'apprécie sa performance et je veux qu'elle continue toujours avec moi. Aujourd'hui, je m'en sors très bien. Les difficultés du passé sont derrière moi et puis je compte vraiment aller de l'avant grâce à cette porte que le projet Azoli m'a offerte. Et puis je sais qu'avec la force et le courage, l'avenir sera meilleur. Azoli lui a tendu la main, mais en réalité, c'est elle, Léonie, qui a choisi de se relever. Je vous l'annonçais dans les titres pratiques encadrés, mais encore tabous. L'interruption volontaire de grossesse soulève toujours de vives interrogations au Bénin. Malgré un cadre légal plus ouvert, des femmes continuent d'y laisser leur vie. Alors, question, pourquoi la loi et la réalité ne coïncident-elles pas? Dans ce reportage de Victorine Bondé, elle nous éclaire sur ce paradoxe. Je m'appelle Pascaline. À 15 ans, je suis tombée enceinte alors que j'allais à l'école. Donc, j'ai décidé d'avorter parce que j'avais peur de ce que mes parents vont dire. Et aussi, j'allais arrêter mes études. Pascaline a été sauvée de justesse après une interruption volontaire de grossesse non sécurisée, mais beaucoup d'autres femmes dans ce cas n'ont pas eu cette chance. Selon des statistiques de l'OMS et de l'INSAE, au Bénin, c'est environ 200 femmes qui meurent chaque année des suites d'interruptions volontaires de grossesse non sécurisées. Face à l'ampleur du problème, le gouvernement béninois a été amené à réagir. En 2021, le Bénin a été pionnier en Afrique de l'Ouest en modifiant la loi sur la santé sexuelle et reproductive afin d'élargir les conditions d'accès à l'interruption volontaire de grossesse, IVG. Avant, on prenait en compte juste l'aspect violence sur la femme qui est le viol, l'inceste, la maladie. Donc ces conditions étaient déjà dans la loi de 2003. Maintenant, la loi de 2021, l'article 17.2, a complété d'autres alinéas qui est que toute femme enceinte peut demander et obtenir autorisation à l'accès à l'IVG si la grossesse aggrave ou peut occasionner une détresse matérielle, économique, éducationnelle, professionnelle. L'article 17 alinéa 3 a fixé aussi l'âge. C'est 12 semaines d'aménorrhée pour le cas du Bénin. Nous distinguons aujourd'hui deux méthodes principales. Nous avons la méthode médicamenteuse et de l'autre côté, nous avons la méthode chirurgicale que nous appelons tout simplement l'AMU, c'est-à-dire l'aspiration manuelle intra-utérine. Mais malgré cette loi, les décès dus à des interruptions volontaires de grossesse non sécurisées dans le pays restent préoccupants. Il y a une étude de l'ABPF, une étude de 2022 qui dit que c'est 15 à 20% du taux de décès maternels qui sont dus à un avortement provoqué non sécurisé. Malgré la loi, malgré que l'État a mis les conditions, l'avortement clandestin se fait. Pourquoi tant de décès au Bénin alors que l'IVG est légalisé? Alors, ce qui explique, c'est tout simple déjà le manque d'information, le manque d'équité dans l'accès à ces services, le défaut de formation des professionnels de santé. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'uniformité en matière de tarifs. Dans nos maisons, nous faisons toujours de la sexualité un sujet tabou. Nous ne voulons pas en parler alors que les jeunes gens ont toutes les informations. Face à cette situation, il urge de prendre encore des mesures concrètes pour garantir un accès effectif à l'IVG sécurisé dans tout le pays. J'espère que le gouvernement va prévoir des subventions pour pouvoir permettre à toutes les couches quand même de pouvoir accéder à ce service, surtout les adolescents. Qu'on ait plus de directives, qu'on ait plus de décrets d'application ou bien d'autres tests qui encadrent encore mieux et qui accompagnent. Bien qu'il y ait encore des décès dus à des interruptions volontaires de grossesse non sécurisées au Bénin, le gouvernement béninois met tout en œuvre pour que ce fléau s'arrête.
Des démarches sont en cours pour doter chaque zone sanitaire de 2 centres agréés en soins complets de santé sexuelle et reproductive. Plusieurs organisations de la société civile, des jeunes et des femmes s'impliquent également activement dans cette bataille. Car agir pour un accès équitable à l'IVG sécurisé doit être l'affaire de tous. C'est protéger la dignité de chaque femme et sauver des millions de vies. Direction Nati Tengou avec cette bonne nouvelle. Les pertes post-récolte enregistrées dans les bassins de production de mangue au Bénin pourraient bientôt appartenir au passé. La simple raison, un complexe de transformation de ce fruit très prisé vient de voir le jour à Nati Tengou grâce à la coopération suisse. 316 millions de francs CFA ont été mobilisés pour ce projet. La remise provisoire a eu lieu en présence des acteurs concernés. Les détails avec Renaud Akapo et Jean Nambimé. C'est un nouveau jour qui se lève sur Peporiyakou, paisible cité située dans la commune de Nati Tengou. Quelques mois de chantier pour voir émerger ce joyau. Bâtie sur une superficie d'1 hectare, cette usine de transformation de mangue s'annonce comme le fleuron de la production de jus à l'échelle de la Takora et de la Donga. Et ici, nous sommes dans une unité de jus de mangue et nous avons installé une usine de semi-automatique. C'est-à-dire que là, on ne peut que compter sur les opérateurs de machines pour la production. Il peut vous dire qu'il peut produire 2000 packs par jour, ça dépend d'eux. Une solution pour reléguer au passé les pertes post-récolte. Cette unité de production vient à point nommé car elle vient régler l'épineuse question de la conservation des mangues. Nous avons voulu que cette unité devienne une réalité et elle est en train de l'être. Ce n'est pas un hasard le choix, puisque parlant de la production de la mangue, le pôle 3 est bien positionné. Donc c'est une reconnaissance. La mangue de Nati Tengou est prisée, c'est une mangue de qualité. Nous sommes en joie. Et cette joie va se traduire dans les joies à venir lorsque nous serons en train de commercialiser, lorsque nous serons en train de nous nourrir des fruits de cette unité de production. Et je pense que c'est très bientôt. Une fois lancée, cette unité industrielle va créer des milliers d'emplois. Les ressources additionnelles issues des chaînes de valeur vont booster la production et l'économie locale. Cet outil n'est pas qu'un bâtiment et quelques équipements. C'est d'abord un levier de valeur ajoutée locale, parce qu'il permettra désormais de régler les problèmes de perte de produits post-récolte. L'Afrique peut nourrir l'Afrique. Et pour moi, c'est dire que cette unité qui est mise ici puisse étancher la soif non seulement de tous les Béninois en offrant une gamme de produits de jus de fruits, mais aussi la soif de l'ensemble de la sous-région. Coût du projet, 316 millions de francs CFA, financé à hauteur de 276 millions par la coopération suisse. Je suis totalement satisfait. On a vu la qualité du bâtiment, on a vu aussi les équipements. La coopération suisse a déjà identifié une structure qui va accompagner la commune, les acteurs ici pour pouvoir rendre fonctionnelle l'unité de mangue. Le complexe de transformation de mangue de Nati Tengou va aussi servir de site de formation pour les producteurs et les jeunes apprenants. Mangue séchée, jus de mangue ou confiture, une gamme variée de produits issus d'un même fruit. Et pour développer ces produits, le gouvernement a pris une série de mesures pour renforcer la compétitivité de la filière. La directrice générale de l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 5, revient ici sur quelques enjeux liés à la promotion de l'arboriculture fruitière et la pertinence de l'installation de cette unité de production à Nati Tengou. On l'écoute au micro de Renaud Akapo et de Jean Nambimé. Depuis 2019, le gouvernement du Bénin a décidé de mettre au rang des filières émergentes l'arboriculture fruitière, dont principalement la mangue. Et donc il était question de faire la promotion des mangues de variétés Kent et Amélie pour l'exportation. Pour ça, il fallait installer de nouvelles plantations de vergers. Nous y avons travaillé avec l'appui du gouvernement béninois qui a mis un financement sur le programme national de développement de la filière arboriculture fruitière, dont principalement la mangue et aussi les agrumes et la papaye. Le gouvernement subventionne les plants
greffés, certifiés à hauteur de 82,6% pour pouvoir encourager l'installation de nouvelles plantations pour avoir les variétés Kent et Amélie aptes pour l'exportation. Nous sommes un bassin de production de mangue. La transformation donne beaucoup plus de la valeur ajoutée et donc c'est avec grande joie que nous avons eu le financement de la coopération suisse. C'est un complexe qui va servir aussi bien à la production de mangue séchée qu'à la transformation de la mangue en jus. Et donc ça réduit de manière très significative les pertes post-récolte. Il y a plusieurs chaînes. Au-delà du jus et des mangues séchées que nous produisons, nous avons également les gens qui vont produire les emballages. Ça, c'est une autre filière qui s'ouvre. Il y a les équipementiers. Nous avons des jeunes qui sont formés pour les questions de maintenance. Ces jeunes, on va les utiliser donc et ils sont déjà utilisés pour l'installation du matériel de cette unité. Et c'est à ce titre que la TDA du pôle 5, en tant que leader de la promotion de la filière mangue, nous allons mettre à contribution le financement que le gouvernement a bien voulu mettre sur le programme national de développement de l'arboriculture fruitière pour compléter les infrastructures et les équipements afin de rendre plus opérationnelle et plus fonctionnelle, plus dynamique et plus performante l'unité que nous venons de réceptionner. Sport à présent, et je vous l'annoncer en titre, vainqueur de l'Italien Andrea Ciappello, 29-25 en tir de précision aux Jeux mondiaux de Chengdu. En Chine, le bouliste béninois Marcel Gbetablé est de retour à Cotonou. Un retour triomphal de l'icône accueilli par un nombre impressionnant de supporters des équipes nationales du Bénin très tôt ce lundi à l'aéroport Cardinal Bernardin Canty de Cotonou. Arnaud Adadja et Macléode Adansore. Marcel n'est pas arrivé là par hasard. Il a d'abord éliminé le Tunisien Khaled Bougriba 38-37 en demi-finale. C'est après ce duel épique qu'il s'est vu face à l'Italien Andrea Ciappello. Ici, il l'emporte avec un score de 29-25, toujours en tir de précision. En finale, c'est un travail d'équipe qui est fait de base et qui donne la confiance. Le Bénin fait peur sur le plan international. Nous allons continuer à travailler pour donner le meilleur de nous-mêmes parce que le drapeau national est la priorité de tous. Nous avons vu Gbetablé qui soit là aujourd'hui. C'est la preuve que nous avons préparé minutieusement cette sortie. À sa sortie du hall d'accueil de l'aéroport international de Cotonou, supporters et autorités réservent un accueil enthousiaste à la délégation et surtout aux champions. Nous tenons particulièrement à dire à nos deux athlètes ici présents nos encouragements, nos félicitations et à travers vous, on sait que notre pays continue à se révéler. Et la splendeur que vous avez montrée dans vos précisions dénote que le sport boule reste un sport que le béninois, dans toutes nos contrées, les gens doivent appliquer. Même si en doublette, ça n'a pas été ce que nous voulons, au moins on a tiré notre épingle du jeu à travers, bien entendu, ce sacre. Pour un président comme moi, je suis le plus heureux. Organisé du 14 au 17 août 2025 par l'Association internationale des Jeux mondiaux IWGA et la chaîne West Palm Beach de Floride, WPBF, les Jeux mondiaux de Chengdu ont rassemblé les 8 meilleures nations de pétanque au monde en Chine dans 6 disciplines. À l'arrivée, le Bénin confirme sa suprématie en tir de précision après son sacre au Mondial de Cotonou d'il y a 2 ans. Si vous avez envie de faire des emplettes ce mardi, laissez-moi vous présenter le planning des marchés qui vous ouvrent leurs portes ce jour.
c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi.